Elle est venue nous rejoindre. Bonjour Marie-Thérèse Broglie. Bonjour, bonjour Bertrand, bonjour à tous. Vous êtes donc la CEO de Mata.io. C'est ça. Un petit mot déjà sur votre société. Alors, en fait, je vais dire assez peu de choses sur notre société parce que finalement, ce n'est pas forcément ce qui nous importe. Mais en fait, sachez qu'on est à la fois éditeur et intégrateur de solutions de dématérialisation et de sécurité. Alors, cette réforme de la facturation électronique dont on va parler tout au long de la matinée et particulièrement avec vous, elle est reportée à septembre 2026, en tout cas c'est la date qu'on a pour l'instant. Quel est, de votre point de vue, le planning idéal? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le rétro-planning idéal pour la période qui vient? Alors, je vais juste démarrer mon PowerPoint. Allez-y. Je suis un peu en retard, puisque j'ai une slide sur l'agenda. Donc, alors, il faut bien comprendre que septembre 2026, c'est un dernier délai. C'est un dernier délai en théorie, ce n'est pas une échéance. Ça veut dire qu'à cette date-là, il faudra qu'on soit tous prêts à pouvoir produire et à recevoir des factures dématérialisées. Donc, c'est à la fois proche, mais en même temps, ça nous laisse du temps. Ça nous laisse du temps pour mener ce projet à bien, pour peu effectivement qu'on ait identifié les bonnes étapes et qu'on sache par où commencer. Alors nous, en fait, on a identifié 3 étapes qu'on a posées dans le temps. Alors il y a une première étape qui est réalisable dès 2024, qui consiste en fait à mettre ces tiers clients en conformité. Ensuite, la deuxième étape, évidemment, ça va consister à choisir sa plateforme, publique ou privée, et sa solution technique. Et pour nous, la dernière étape, ça consiste en fait à tester sa solution dans le cadre du pilote de facturation électronique qui sera proposé par l'administration fiscale à partir de la mi-2025 à peu près. Pourquoi est-ce que vous mettez en tout premier cette conformité des bases clients? Alors, je dirais, il faut se dire que le monde va changer. C'est-à-dire que jusqu'alors, jusqu'alors, on envoyait ses factures à un client. Ça va changer puisqu'on va envoyer ses factures à un portail. Ce portail va opérer un certain nombre de contrôles. Des contrôles sur le format. Il va effectivement contrôler que le format, c'est bien un des 3 formats homologués par l'administration fiscale. Contrôler que les données obligatoires sont présentes, qu'elles sont justes. S'assurer qu'il y a bien un code d'adressage, donc un identifiant pour le client. Donc va opérer tous ces contrôles avant d'extraire les données nécessaires pour l'administration fiscale et d'enfin libérer en bon de course la facture pour le client. Donc c'est vraiment un mode opératoire qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaissait jusqu'alors. Alors c'est pas tellement qu'il y a plus de données obligatoires. Je dirais en gros on est sur il y en a quelques-unes, 4 ou 6, je ne sais plus. Mais le problème c'est qu'elles seront testées systématiquement et elles vont être testées par un portail. Et un portail c'est binaire, c'est-à-dire que la facture elle est conforme ou elle n'est pas conforme. Et si elle n'est pas conforme, elle ne sera pas payée. La sanction sur le chiffre d'affaires et sur la trésorerie, elle sera immédiate. On a bien compris qu'il y avait un vrai risque pour les entreprises qui ne seront pas compliant à cette période-là. Ah zut, je me suis trompé. Mais non, allez-y. On est en direct, vous avez le droit de me tromper. Vous emmêler un petit peu la pinceau. Donc c'est l'autre. Ah oui, mais c'est parce que je la tire à l'envers. Voilà, c'était ça l'histoire. C'était donc ça. Bon. Quelle solution, Marie-Thérèse, proposez-vous donc pour remédier à ces risques? Alors, nous, il faut savoir que la mise en conformité, on connaît, dans le sens où on est éditeur de logiciels de sécurité, je vous le disais tout à l'heure, qui propose de la mise en conformité des tiers fournisseurs, avec notamment du contrôle des IBAN, pour être tout à fait sûr de payer le bon fournisseur. Donc, c'est pour ça qu'on a tout de suite compris qu'il y aurait un problème de mise en conformité des tiers clients dans le cadre de la facturation électronique. C'est pour ça qu'on a développé une solution qui s'appelle TPUp, qui permet, en fait, d'auditer, de corriger et d'enrichir les données clients. Comment? En allant, en testant le SIREN, le SIRET, le numéro de TVA intracommunautaire auprès des API SIREN et VIES pour détecter finalement ce qui est erroné et puis ce qui est à compléter, ce qui est manquant. Et puis aussi, je dirais, on ne fait pas que détecter, finalement, on va aller corriger, si vous voulez, la donnée et enrichir la donnée. Et ça, de manière en fait à pouvoir, de manière continue, pour pouvoir justement assurer la continuité de la facturation. Alors, juste une petite pause pour vous informer que vous pouvez poser des questions tout au long de cette matinée. Vous avez l'endroit où vous regardez la vidéo et à droite, sur la page sur laquelle vous regardez la vidéo, il y a un chat. Et on vous incite d'ailleurs à poser des questions. N'hésitez pas parce que la régie va me les transmettre tout au long de la matinée et on pourra les poser notamment à Marie-Thérèse Broglie. Justement, en deuxième étape, Marie-Thérèse, vous avez parlé du choix de la plateforme. Ça, c'est évidemment important. Alors, est-ce que les entreprises ont l'obligation de travailler avec le PPF, donc le portail public, avec une PDP, c'est-à-dire un partenaire privé pour le coup, ou en fonction de leur taille et en fonction de leur secteur d'activité, est-ce qu'il y a une obligation? Est-ce qu'il va y avoir des règles en la matière selon vous?
En tout cas, pas connu à ce jour. Hein. Dans mon esprit, les entreprises sont vraiment libres de choisir de travailler avec le PPF ou avec une PDP. C'est à leur main, hein. C'est-à-dire c'est elles qui choisiront, en sachant effectivement que le PPF sera gratuit, les PDP ne le seront pas, hein, ça c'est bien évident, mais elles proposeront probablement plus de services, et notamment à l'international. Donc le PPF, ce sera une émanation de ce qui existe un petit peu déjà aujourd'hui, avec Chorus Pro et d'autres comme ça. Et puis après, les PDP, il y en aura un nombre très très conséquent en fait. Et on va pouvoir reparler des avantages des PDP aussi dans cette histoire. Quel sera votre statut chez Mata.io? Est-ce que vous serez PDP ou est-ce que vous serez OD, opérateur de dématérialisation? Eh bien, on sera opérateur de dématérialisation. Mais ça, c'est vraiment lié à ce qu'on est. Hein. Nous, on est des techniciens. J'ai l'habitude de dire qu'on est des techos, même si ce n'est pas très élégant, mais c'est vrai, puisque notre métier, c'est vraiment c'est la production, la conversion, la transmission de fichiers XML, comme on a déjà pu, en fait, le tester dans le cadre de la migration CEPA des banques européennes. Hein. Donc, c'est vraiment ça, notre métier. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'être opérateur de dématérialisation. Mais on a un particularisme, c'est-à-dire qu'en fait, on est OD, mais on est membre du pilote de facturation électronique, puisque notre candidature a été validée par l'administration fiscale. Ça veut dire concrètement, OD, ça se situe en intermédiaire entre PPF et puis une PDP. Exactement. Voilà, exactement. Que vous intervenez sur quelque chose d'antérieur, en fait, mais il y a l'obligation d'aller sur une strate supérieure derrière. Tout à fait. En tant qu'opérateur de saisie, avec qui de dématérialisation. De dématérialisation. Avec qui avez-vous prévu de travailler, justement? Alors nous, on avait prévu de travailler prioritairement avec le PPF. Dans un premier temps, on s'était dit, ça nous paraît... de toute façon, on ne savait même pas finalement qu'on aurait pu travailler avec une PDP. Puis on s'est aperçu qu'il y avait des PDP qui avaient envie de travailler avec des opérateurs de dématérialisation. Mais surtout, on s'est aperçu qu'on avait des clients qui allaient avoir des besoins un petit peu différents. C'est-à-dire qu'ils allaient vouloir traiter à la fois leurs factures françaises, B2B en fait, B2B française, et leurs autres factures en utilisant une même solution et un même canal, ce qu'on ne peut pas faire avec le PPF. Donc là, je ne parle pas du invoicing et du reporting, parce que ça, clairement, on saura le faire. On n'aura pas besoin d'une PDP pour ça. Mais en revanche, pour le client, vraiment, qui veut utiliser un seul canal pour traiter sa facturation franco-française et internationale, eh bien, on a pris contact avec un certain nombre de PDP, qui ont tous des avantages à faire valoir, pour être tout à fait clair. Mais à aujourd'hui, on n'a pas encore rencontré la PDP de nos rêves, qui aurait une couverture internationale complètement exhaustive et qui nous permettrait de valider un seul partenariat. Si quelqu'un l'a rencontré, il faut absolument qu'il nous le dise dans les commentaires. Je suis preneuse. Je crois que vous n'êtes pas la seule à chercher le mouton à 5 pattes sur cette histoire-là. En deuxième étape, vous parliez du choix du progiciel, en fait, concrètement. Ouais. Quelles sont les contraintes techniques pour les entreprises dans cette histoire? Alors, il y a les contraintes de l'émetteur et il y a les contraintes du destinataire, du client, en fait. Alors, côté émetteur, c'est assez simple. Il va falloir savoir produire un fichier de facture qui respecte un des 3 formats homologués par l'administration fiscale. Donc, pour mémoire, les formats sont UBL, C2I, qui sont des formats purs XML, et puis on a le format FactureX, qui est un format hybride, puisqu'il associe un fichier XML à un PDF. Pour le destinataire, donc pour le client, il ne faut pas s'imaginer que ça va être tellement plus simple. Lui, en fait, il va devoir être en capacité de recevoir les 3 formats. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui choisit, c'est l'émetteur de la facture qui choisit le format. Donc ça veut dire que lui, potentiellement, il doit être en mesure d'intégrer et de comptabiliser les 3 formats. Ça va être compliqué, ça, quand même, de gérer au départ les 3 formats, dont on ne sait pas exactement qui va utiliser quel format. Il va falloir se mettre à jour là, sur cette histoire. Être agile. Être agile. Alors, quelle solution vous proposez, vous, chez Mata, contre ces contraintes, finalement? Voyons si j'ai compris comment ça marche. Ça marche très bien, là. Alors, la solution qu'on propose, en fait, c'est une évolution. Ce n'est pas une révolution, puisqu'en fait, ce qu'on se propose, c'est de venir compléter un existant, dans le sens où, nous, ce qu'on propose, c'est une couche logicielle qui va venir s'interfacer avec l'existant du client pour pouvoir produire et recevoir les factures au nouveau format. C'est ça qu'on propose. Et alors, pourquoi? Donc c'est une solution assez légère, plug and play, qui vient s'interfacer avec les logiciels du client. Alors pourquoi est-ce qu'on propose ça? Parce que d'une part, on sait que certains clients n'auront pas le temps de migrer leur système. 2 ans, c'est quand même assez court pour certains. Et puis il y en a certains qui ne veulent pas. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui m'ont dit, bon là maintenant nous arrive la facture électronique franco-française, quid de la facture européenne qui va nous arriver 2 ou 3 ans plus tard, je ne vais pas tout changer maintenant pour devoir rechanger
dans 5 ans, par exemple. Vous sentez une résistance quand même là. Voilà, il y a une certaine résistance. Donc c'est pour ça qu'on voulait une solution un peu plug and play, transitoire, hein, mais qui permette aux clients de faire face en fait à cette obligation-là tout de suite. Et on a également détecté que tous les clients n'auraient pas les mêmes besoins. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ceux qui auront besoin de la partie émission, par exemple, parce qu'en fait, ils sont déjà capables de recevoir des factures dématérialisées. Il y a ceux qui, à l'inverse, sauront produire les formats nativement dans leur ERP, mais qui ne sauront pas intégrer les nouveaux formats. Et puis, il y a aussi ceux qui auront besoin des deux. Hein. C'est pour ça qu'on a, comment dirais-je, découpé notre offre en 2 modules distincts, un module d'émission et un module de réception. Alors, très concrètement, il va falloir que ces fichiers, on les envoie, mais il va falloir aussi les intégrer dans les systèmes de l'entreprise. Clairement. Pas simple. Pas simple. Alors, évidemment, ouais, la solution qu'on propose, c'est une solution qui va permettre également de router ces fichiers de facture, et à l'inverse, lorsqu'on est client, de pouvoir aller les chercher et les intégrer et les comptabiliser dans son système. Mais pas que. Ça va permettre également de gérer et d'échanger ce qu'on appelle les fameux statuts des factures. Alors, des statuts comme déposer, je ne sais pas moi, accepter, me semble-t-il, refuser, payer, etc. Alors, ces statuts, ils sont tous sauf anecdotiques. Il faut l'avoir en tête parce que ça va constituer un moyen privilégié de discuter finalement, d'interagir avec l'administration fiscale, si ce n'est le seul à terme. Hein, donc c'est pas anecdotique. Donc si on résume, Marie-Thérèse, on a quelques mois là pour choisir, pour implémenter une solution technique finalement. Est-ce qu'on a encore le temps de le faire finalement? Alors, le temps d'implémentation, il va être fonction finalement du projet. Ouais. Il va être fonction du volume, de la complexité des factures, ça c'est certain. Et puis aussi de la solution choisie. Alors nous, on a voulu une solution légère, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que compte tenu des embouteillages à prévoir, on s'est dit qu'une solution légère était peut-être plus adaptée. On a prévu également, si vous voulez, une mise en œuvre assez resserrée, de l'ordre de 10 à 15 jours. Donc pour répondre à la question, oui, on a encore le temps, mais c'est maintenant là. C'est maintenant qu'il faut s'emparer du projet. Il faut démarrer. Si on revient sur ce que vous avez dit au tout départ, vous citiez comme dernière étape donc le test de la solution dans le cadre du pilote de facturation électronique qui doit donc démarrer courant 2025. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette phase de test? Alors, le démarrage du pilote et la mise à disposition de l'annuaire dont on parlait tout à l'heure, qui va donc effectivement, comment dirais-je, centraliser tous les identifiants des entreprises qui relèvent de la facturation électronique, c'est fondamental pour nous, parce que c'est ce qui va nous permettre de tester les données, les formats, la connexion, enfin bref, tout le mode opératoire, tout le nouveau mode opératoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait candidaté pour être membre du pilote. Nous, on voulait absolument pouvoir prendre de l'avance sur la réforme et démarrer nos clients au fil de l'eau et ne pas attendre le dernier moment. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez concrètement démarré avec vos clients? Alors, chez les clients qui nous ont fait confiance et qui ont candidaté avec nous pour être membres du pilote, eh bien, on a déjà démarré les phases d'analyse préalable. Et il y a déjà beaucoup à faire, dans le sens où il faut, comment dirais-je, cartographier les flux, les cas de gestion, recenser les interfaces à mettre en place avec les différents systèmes, mettre les tiers en conformité, comme j'en parlais tout à l'heure. Tout ça, il y a déjà de quoi faire. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre la disponibilité du PPF ou l'immatriculation des PDP pour se mettre à travailler. On peut bosser dès à présent. Alors, quel serait le dernier conseil finalement que vous allez donner aux entreprises pour optimiser ce temps qu'il nous reste? Alors, moi j'ai de conseils à deux personnes, c'est un peu votre métier, vous savez un petit peu de quoi on parle. Si je devais donner un conseil, je dirais qu'il est temps pour les entreprises de s'emparer du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les étapes, elles sont connues, il suffit de les mettre en musique. Il y a tout ce qu'on peut faire dès maintenant, dès 2024, l'analyse préalable, on peut effectivement, s'occuper de mettre ses tiers en conformité. Tout ça, ça peut être fait dès à présent. Alors évidemment, le choix de sa plateforme, ça devrait être fait en 2025. Le choix de sa solution technique, on peut déjà commencer à bosser sur le sujet. Et moi, je dirais que plus on va travailler sur ce sujet, plus on travaillera en amont sur ce sujet, et mieux on saura finalement de quoi on a besoin, et mieux on saura quelle est la bonne solution pour nous, en fait. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut s'y mettre dès à présent. Alors, il y a le choix, puis en troisième étape, il y a également le test de sa solution dont je parlais tout à l'heure, qui est important, puisque en travaillant avec un membre du pilote, et ça tombe bien, on l'est, mais en travaillant avec un membre du pilote, vous aurez la possibilité de détecter finalement ce qui ne marche pas, parce que des bugs, il y en aura, c'est clair, des corrections à prévoir, il y en aura aussi, et donc ce serait quand même dommage d'attendre 2026 pour s'en apercevoir. Marie-Thérèse, il reste 5 minutes. Appel au peuple. D'accord.
Posez vos questions tout de suite ou vous ne pourrez plus jamais le faire, vous vous rendez compte? Ce serait tellement dommage. Sur cette intervention. Donc n'hésitez pas, dans le chat, vous pouvez poser vos questions. Je voudrais savoir quel est le rapport entre vos solutions de contrôle des RIB, ça c'est une solution que vous avez depuis très longtemps, Ouais. et la facturation électronique. C'est une bonne question. C'est une bonne question? Merci de me l'avoir posée. De rien. Alors, je dirais que évidemment, le rapport n'est pas évident comme ça, de prime abord, mais pourtant, pourtant il existe, hein, parce que demain, il faut bien comprendre qu'on va intégrer directement dans nos systèmes des fichiers de facture. C'est-à-dire que le peu de contrôle qui existe à aujourd'hui sur une facture, eh ben, il n'existera plus. Hein, c'est-à-dire qu'on va intégrer directement des fichiers de facture. Donc, si on ne met pas en place un contrôle en amont pour s'assurer en fait que le RIB du tiers, c'est bien celui du tiers qu'on pense payer, eh bien, on va au-devant de très, très mauvaises surprises. Des centaines de millions d'euros chaque année qui sont envolés dans la nature à cause de ces histoires de RIB. Et ça ne va pas s'arranger. Je crois que j'ai une autre bonne question. Est-ce que vos solutions sont cloud? Oui, elles sont... les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'elles sont cloud. Elles sont cloud, mais elles sont aussi disponibles en on-premise parce qu'en fait, on a un certain nombre de clients qui ne peuvent pas faire de cloud. Dans le sens où ils sont... parfois, c'est une politique groupe, ou parfois, ils sont dans des métiers, comme par exemple, je sais pas, ils bossent avec l'armée, par exemple, où ils sont sur des données médicales ultra sensibles. Et dans ces cas-là, ces gens-là, ils peuvent pas choisir le cloud. Pourquoi vous avez choisi au fait de ne pas être PDP, de plutôt être OD? Je ne l'avais pas précisé. Alors, parce qu'au début, la question ne s'est même pas posée pour nous. C'est-à-dire que... Mais je crois que fondamentalement, ce n'est pas notre métier. Nous, on est vraiment des techniciens. Notre métier, ça consiste à produire du logiciel. En fait, c'est ça notre métier. On n'est pas société de service, même si on est obligé de le faire, finalement. Il faut bien implémenter nos solutions chez le client. Mais je pense que notre premier métier, c'est de produire des logiciels. Voilà. Bon, on appelle au peuple à marcher, c'est une bonne nouvelle. Quand l'annuaire sera-t-il officiellement lancé, nous demande-t-on? Alors, ça, on ne sait pas trop, parce qu'il y a un petit annuaire qui devrait être lancé fin 2024. Mais je pense qu'en fait, l'annuaire sera vraiment mis à disposition en même temps que le pilote. Parce qu'il ne peut pas y avoir de pilote sans annuaire, ça me paraît évident. On nous demande également quel sera le fonctionnement avec les marchés publics. Donc, on parle de la plateforme Chorus, là. Alors, je dirais que, à mon sens, il ne changera pas énormément. Mais par contre, j'ai lu quelque chose, là, il n'y a pas... Enfin, je rentre de vacances, vous l'aurez peut-être noté, là. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de me mettre au fait sur tous les sujets. Mais j'ai lu qu'effectivement, ça ne changerait pas énormément par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, dans le sens où les entreprises publiques vont devoir continuer à travailler en direct avec le PPF, en fait. Pour le temps qui nous reste, je vais vous demander de résumer, ça c'est l'exercice le plus difficile, de résumer tout ce que vous nous avez dit depuis le début. En fait, mais je ne sais pas faire ça, moi. Mais si vous savez faire ça, vous êtes venu nous délivrer un certain nombre de messages qui étaient vraiment intéressants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont vraiment les bonnes pratiques là? Alors moi, les bonnes pratiques, je ne sais pas, mais je dirais, je pense qu'il faut effectivement, les entreprises doivent s'emparer du sujet. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans la mesure où le projet a pris du retard, où l'administration fiscale a mis un peu de temps à délivrer les dernières spécifications, etc., tout le monde est resté un peu en attente. Et c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire il faut s'emparer du sujet. Il faut s'emparer du sujet plutôt que de le subir. Parce que c'est vrai que c'est une contrainte. Il ne faut pas se raconter d'histoire, la facture électronique, c'est une contrainte, c'est vécu comme ça dans les entreprises. Mais ça peut être une opportunité. Ça peut être une opportunité de gagner en productivité, ça peut être une opportunité de développer son business. Mais pour ça, je dirais, il faut s'en occuper. Est-ce que vous avez la chance de partir à nouveau en vacances dans votre esprit d'ici à 2026? Ça va oui, moi je suis une grande vacance. Non, je suis assez sereine, pour être tout à fait claire. Merci beaucoup Marie-Thérèse Broglie pour Matteo. Merci d'être venue sur ce plateau. Merci à vous.